La team, le premier ministre Choguel Maïga dit stop et demande maintenant d'apprendre l'histoire du Mali aux Maliens, l'histoire des Africains aux enfants africains. Et là, il faut le dire, voici un véritable tournant dans le développement futur des populations africaines. Nous avons fait des études où l'histoire qui était racontée était l'histoire que les Français écrivaient. Nos livres d'histoire étaient toujours les livres racontés d'histoire, où ce sont les Christophe Colomb, les Magellan, ces grands noms, les De Gaulle, c'est eux qui étaient vénérés dans les livres et c'est eux seuls qu'on connaissait. On ne nous parlait pas beaucoup des personnes comme Oumyobé, que des personnes comme Kwame Nkrumah, des personnes comme ces grandes personnalités qui sont mortes pour notre continent. Ils étaient tout simplement classés aux oubliettes et on n'en parlait quasiment pas. Ce qui faisait que nous grandissons sans véritablement connaître l'histoire de notre pays ou de notre continent. Et donc, sans avoir cet esprit de se battre pour ce que les autres ont commencé avant nous. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a une nouvelle façon de faire la politique, vu qu'il y a de nouveaux leaders, vu qu'il y a des leaders panafricains qui aiment vraiment l'Afrique, le continent africain, mais surtout qui aimeraient voir une Afrique véritablement libre, nous apprécions qu'aujourd'hui, le premier ministre Choguel Maïga dise aujourd'hui qu'il faut de manière claire des nouveaux livres pour pouvoir étudier l'histoire à nos jeunes frères. Voir que le président Ibrahim Traoré de son côté peut recevoir des jeunes et leur parler clairement. C'est ce qu'il aspire faire. Comment il aimerait construire des écoles gratuites, mais surtout des écoles modernes gratuites. Oui, c'est ce qu'il veut faire au Burkina Faso. Qu'il leur parle de l'histoire, des combats qu'il est en train de mener aujourd'hui et de sa vision politique. Il est important d'intégrer aujourd'hui à la jeunesse la sphère politique et la chose politique. Car nous, on nous a fait peur de la politique. On nous a fait comprendre que la politique était dangereuse et que si tu parlais de la politique, tu risquais d'aller en prison. Pour une ou une telle raison que nous ne pouvons pas expliquer, on nous a fait comprendre si elle était. Aujourd'hui, avec de l'âge, nous comprenons que nous devons impérativement faire la politique, sinon la politique nous fera. Mais nous avons un retard. Parce que si vous commencez aujourd'hui à enseigner les enfants dès l'école primaire qu'il est important de faire la politique, sinon elle vous fait, alors les enfants commencent à comprendre qu'il est nécessaire pour eux de s'intéresser à l'histoire. Parce que vous ne pouvez pas entrer et faire la politique si vous ne maîtrisez pas une petite sorte d'histoire de votre continent ou même de votre pays. Ceux qui continuent à nous combattre aujourd'hui, c'est ceux qui s'en foutent complètement de ce qui s'est passé dans le temps. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'un leader de votre pays est mort hier en se battant pour votre dignité, pour l'indépendance de votre pays. Et où vous arrivez aujourd'hui, vous vous battez contre ceux qui veulent cette véritable indépendance que votre leader a cherché jadis. Et donc là, ça cause forcément un problème. C'est pourquoi c'est d'abord des problèmes de manière générale et un problème mental. Et c'est pourquoi il faut développer les mentalités, permettre à ces mentalités-là de ne plus avoir peur de faire la politique, mais surtout d'étudier l'histoire de notre continent, car l'histoire qui vient d'ailleurs n'est pas forcément la nôtre, c'est la leur. Vous voyez que peu importe ce que De Gaulle a eu à nous faire en Afrique, les Français prennent toujours De Gaulle comme l'exemple à suivre. Et pour eux, De Gaulle, c'est le meilleur homme politique c'est-à-dire qui a pu arriver dans leur vie et dans leur histoire de nation politique. Donc la team, nous devons savoir que nous avons aussi nos héros, nous devons étudier leur histoire et nous devons nous en tenir à ça. La team, écoutons ici le premier ministre Choguel Maïga. Messieurs, vous aurez constaté, je l'ai dit, et c'est intéressant que nos amis étrangers, les enfants, suivent cette partie avec beaucoup d'attention. Certains ministres ont déjà entendu certains messages, mais beaucoup d'enfants ne les ont pas entendus. Beaucoup de nos amis étrangers ne les ont pas entendus. Je le fais exprès depuis plusieurs mois, dans toutes mes interventions. Je retrace systématiquement une partie de l'histoire de notre pays. Vous savez, dans un pays, la population a une grande capacité d'oubli. Et quand on oublie, les adversaires profitent. J'ai expliqué à tout le monde que tout ce qui se fait au Mali aujourd'hui, sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, ça s'est passé ici au 19e siècle, exactement de la même façon. Ensuite, on a travaillé à faire en sorte qu'on oublie l'essentiel. Est-ce que vous savez qu'en 1989, c'est la République du Mali qui a présidé à l'ONU, co-présidé avec le Canada,
le président de la République du Mali d'alors, avec le Premier ministre canadien Brian Mulroney, le sommet mondial de l'enfance. Mais vous voyez, dans tous les discours, on ne parle pas. Cette affaire du Mali était au début. Donc les enfants du Mali, vous devez en être fiers. Vos parents ont assez tout pensé à ça. La journée mondiale de l'enfant a été présidée aux Nations Unies par la République du Mali et le Canada. Deuxième chose, vous savez, les enfants, c'est l'avenir du Mali. C'est l'avenir d'un pays. Les enfants doivent connaître leur histoire. Lorsqu'on vous demande, vous connaissez plus l'histoire de Charlemagne, l'histoire des Gaulois, mais vous ne connaissez pas l'histoire du Mali. Vous savez, nos ancêtres, on les enseignait, nos ancêtres, les Gaulois, et ils en étaient très fiers. Il faut rompre avec ce système. Vous devez connaître votre propre histoire. Cette histoire doit vous rendre fiers. Cette histoire doit vous rendre extrêmement fiers et jaloux pour que personne ne vienne ici vous donner des leçons d'histoire. Vous savez, on parle de constitution. Il y en a qui veulent nous apprendre la démocratie. La charte de Kanfuga, la première constitution au monde, 1300 et quelques. Il y a des pays qui nous donnent des leçons aujourd'hui qui n'existaient même pas. D'autres étaient dans l'obscurantisme. Mais déjà, vos ancêtres avaient fait une constitution. Donc on n'a rien à vous apprendre. Votre cheminement a été interrompu. Vous savez, en 1324, celui qu'on appelle aujourd'hui l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, le roi du Mali, Kanka Moussa, a effectué son premier pèlerinage à la Mecque. Avec 60 000 hommes, 12 000 serviteurs, 80 dromadaires portant chacun entre 50 et 300 livres d'or. De retour de la Mecque, il a construit des palais à Gao et à Tombouctou. Ces palais aujourd'hui, on peut voir les traces, ça n'intéresse que les archéologues. Mais en réalité, les politiques en ont besoin. À Tombouctou, le Gingara Iber, littéralement traduit la grande mosquée. Elle a été construite par Kankou Moussa au XIVe siècle, en retournant de Tombouctou. Vous savez, ensuite, après lui, l'Empire est tombé en décadence et vous avez eu Soni Alibert qui a régné de 1464 à 1492. Ça, c'est votre histoire. Ce n'est pas l'histoire des Gaulois ou de Charlemagne, contre lesquels je n'ai rien, mais vous ne les connaissez pas. Parce qu'on s'est organisé pour que ça ne soit pas dans vos livres d'histoire. Comme quelqu'un l'a dit, les Africains sont sans histoire. Il n'y a pas de peuple qui n'a pas d'histoire. Et vous devez être fiers de votre histoire. Quand l'Empire Songhai a chuté, vous savez, Soni Alibert a été remplacé par Mohamed Touré. Mohamed Touré, c'est un général et son neveu. Donc, l'héritier légitime a été évincé, pour ainsi dire démocratiquement, parce qu'on était dans un État décentralisé. C'est les oulémas qui se sont entendus pour choisir Mohamed Touré, qui est devenu l'empereur suivant. On l'a appelé plus tard Askia Mohamed. Ceux qui sont Soraï savent, le mot Askia, ça veut dire Atekaï, il ne le sera pas. Donc la famille de Soni en protestant du coup d'État en quelque sorte qui a été fait contre leur enfant, mais démocratique, parce que j'ai entendu dans les médias occidentaux récemment, coup d'État démocratique, il paraît qu'en Afrique il y a ça aussi. Donc, démocratiquement, cet héritier a été évincé.
et Askia Mohamed, avec l'appui des ulémas, c'est les grands marabouts, a pris la tête de la République. Son pèlerinage à la Mecque en 1496, il était escorté de 500 cavaliers, 1000 fantassins, 30 000 pièces d'or. Ce pèlerinage a été fait 172 ans après celui de Kankou Moussa. Askia, aidé par les ulémas de l'intérieur, a évincé, comme je vous l'ai dit, le fils de Soni qui s'appelle Madaou. Et ce grand empire, il a duré, il est tombé le 13 septembre 1591. Et depuis ce moment, nous avons vécu 300 ans d'anarchie avec des petites principautés, des petits groupements étatiques. Quand la colonisation intervenait, il n'y avait pas d'opposition. Il y avait des petits États. C'est ce même sort qui nous est réservé aujourd'hui sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme était au nord au début. Il s'est étendu à tout le Mali. Il est allé au centre. Il est allé au Burkina. C'est descendu dans les pays du Golfe. Aujourd'hui, je l'ai dit ce matin, le haut commissaire, le haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, il dit, l'autre jour, je l'ai vu au Ghana, dans les médias, l'Europe donne 600 millions d'euros, donc 40 milliards de francs CFA, pour le Ghana. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas pour lutter contre les inondations qu'il y a eu quelques semaines avant où il y a eu des morts, ni pour faire des écoles, des centres de santé, des routes, mais c'est pour lutter contre le terrorisme. Mais qui a importé le terrorisme? Le terrorisme était au nord du Mali quand ils étaient intervenus. Donc ils donnent 40 milliards au Ghana pour acheter des armes chez eux, pour défendre contre un mal qu'eux-mêmes ils ont amené. Si vous remarquez le terrorisme, pendant qu'au Mali il y a 50 000 forces armées, 50 000, vous avez Serval qui s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens. Vous avez G5 Sahel, créé, implanté à l'insu des Maliens. Vous avez Takuba, créé, installé à l'insu des Maliens. Vous avez ECAP Sahel, vous avez EUTM, vous avez, comme j'ai dit, 50 000 hommes. Le terrorisme a continué à s'étendre. Le terrorisme est venu au centre du Mali. Ce n'était pas dans les missions de la MINUSMA au départ d'aller au centre du Mali. On a étendu le terrorisme au centre pour que nous oublions le nord, pour continuer le sale business. Les mines d'or qui sont exploitées, l'or est envoyé là où on sait. Une partie de l'oligarchie nationale, des corrompus, parmi lesquels des hauts fonctionnaires, des militaires, des politiciens, ils se sont entendus avec cette élite pour prendre notre peuple en otage. Le destin prévu pour le Mali, c'est que dans 20, 30, 40 ans, nous allons nous trouver avec des petits États, chaque ethnie a son État, et on recolonise l'Afrique, parce qu'il n'y a aucune force pour s'opposer. C'est le sort qui nous a été réservé en réalité. J'en parle depuis 2015. J'ai écrit, j'ai dit à des amis, un jour viendra où des fils du Mali resteront au Mali son honneur et sa dignité. On ne peut ne pas sortir des grands hommes que je vous ai cités. Kankou Moussa, Soni Alibert, Askia Mohamed, Firoun et autres, je reviendrai là-dessus. Et qui ne trouvent pas des enfants, certains comme vous, qui vont l'aider à restaurer sa dignité. Son honneur, je l'ai écrit jusqu'à fatiguer, comme disent les Ivoiriens. Il y a des écrits. Dieu merci, en 2020, le peuple malien s'est soulevé à travers le M5 RFI.
Mais cette lutte allait être vaine. Dieu voulant bien faire les choses, Dieu nous a donné ce que j'ai appelé des monnaies baudins. Monnaie baudin en français, ça veut dire celui qui vient vous enlever le mal. Vous parlez vulgairement, celui qui vient vous venger. Mais nous, on ne vient pas se venger. Il vient nous enlever le mal. C'est comme ça qu'il y a eu le changement de régime le 18 août 2020. On est venu nous dire que c'est les militaires. Mais ceux qui nous disent ça dans leur histoire, les deux hommes les plus célèbres dans l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, aucun d'entre eux n'est venu par élection. Donc le fait d'être militaire, ça ne change rien. Les militaires, c'est des citoyens qui ont des tenues. Les États-Unis, c'est pas George Washington. En Angleterre, pendant la guerre, Churchill n'a pas porté la tenue de militaire. En Chine, c'est Mao qui a restauré. En Russie, c'est pas Staline. Pourquoi chez nous, on vient nous dire que, ah oui, c'est des militaires. Ces militaires ne sont pas sortis des casernes par goût du pouvoir. La petite vient en mangeant, je ne sais pas ce qui va se passer. Comme on dit, vous savez, Amadou Ampateba a dit que le pouvoir c'est comme l'alcool. Il dit le premier verre là, vous sautillez comme un cabri, vous êtes content. Deuxième verre là, vous devez comme un lion. Et au troisième verre, vous devez comme un cochon. Ça c'est un penseur africain, Amadou Ampateba. Donc je dis, le futur, personne ne peut le prévoir. Mais en 2020, c'est des monnaies baudins qui ont vécu toutes les trahisons au nord, tous les doubles jeux de la fameuse communauté internationale. 95% des Africains, des soldats qui sont morts, pour lesquels nous avons une pensée pieuse, que je respecte, de l'aménagement. L'opération de l'ONU la plus meurtrière. 95% ce sont des Africains. Ce n'est pas ceux qui ont provoqué cette affaire. Chez eux, même quand des hélicoptères se télescopent, ceux qui meurent, on dit qu'ils sont morts pour le Mali. Mais au moment de l'enterrement, on nous dit qu'ils sont morts pour la France. Celui qui tombe dans un accident, il meurt pour nous intimider. On nous dit qu'il est mort pour le Mali. Mais là-bas, on dit qu'il est mort pour la France. Et les milliers de Maliens qui sont enterrés dans des fosses communes, qui sont perdus dans le fleuve grâce au terrorisme qu'ils ont importé, on n'en parle pas. Donc les Monebo Deoula, ils sont revenus, ils ont vu, ils ont vécu. Des militaires ont fait la moitié de leur vie au nord. Quand on a empêché les militaires de rentrer à Kidal en 2015, après avoir manipulé les politiques à Bamako, Assimi Goïta était dans l'équipe. Sadio Kamara, il n'est pas mort parce que Dieu n'a pas voulu. Des balles sont tombées sur lui, tous ces autres sont morts. Les balles sont venues ricocher sur son chargeur. C'est Dieu qui a fait qu'il n'est pas mort. Malick Diaw était dans le Grand Nord des années durant. C'est Dieu qui n'est pas mort. D'ailleurs, souvent, il me dit que lui, il a envie de sentir la poudre. J'ai dit, nous, on ne veut pas sentir de poudre. Nous, on veut la paix. Donc, ces Monebo Deoula, ils ne sont pas sortis du hasard. Ils avaient besoin d'une orientation, d'un appui. Et notre peuple était déjà prêt. C'est ce qui est arrivé le 7 juin 2021. Quand la Cour suprême, au nom du peuple malien, a investi le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le même jour, il a signé le décret pour nommer le Premier ministre. Et on a fait le serment. Je leur ai dit, j'ai dit à mes amis, les militaires n'ont qu'à s'occuper de la sécurité du pays et des institutions. Pour ce qui est de la politique, nous allons terrasser les adversaires du Mali. Nous allons gagner la guerre parce que notre combat est juste. Et
notre président, sous sa très haute conduite, avec le calme qu'on lui connaît, le silence d'or, notre ministre de la Défense, je le dis souvent, le calme olympien, le président du CNT qui se trouve autour des crocodiles, des anciens hommes politiques, qui croient que on est allé à l'assaut. Je m'efforce à vous expliquer, parce que quand vous comprenez, ils ne peuvent rien contre nous. Ils n'ont pas peur des dirigeants. Nous là, on n'est rien. Un dirigeant, on le tue, on l'empoisonne, on complote contre lui. Mais quand le peuple dit non, ça ne marchera pas. C'est pourquoi je veux que vous compreniez ce qui se passe. On vous cache votre histoire. Et nous ferons en sorte qu'elle ne sera jamais cachée. Je vous ai dit tantôt qu'ils nous ont prévu des petites principautés ethniques. C'est comme à la veille de la colonisation. Ils ont trouvé des petits États avec des chefs traditionnels qui les ont combattus, mais ils ne pouvaient pas. Les forces n'étaient pas égales. Et c'est comme ça que notre peuple, contrairement à certains qui ont été colonisés en 6 mois, en quelques semaines, ils ont mis 38 ans de guerre pour soumettre notre peuple. Du 22 septembre 1878, dans la guerre de Saboussiré, au 9 juin 1920, la chute d'André Mboukan. Ça, c'était la confédération de Oulimeden. Et depuis cette date, nos peuples n'ont jamais accepté la soumission. Pendant 70 ans, chaque groupe ethnique s'est révolté. Parce que nous sommes un peuple réfractaire à la soumission, réfractaire à l'esclavage moderne. C'est pour cela que nous avons dit qu'un pays qui peut travailler avec nous, nous voulons être partenaires, nous ne voulons pas être un État vassal d'un pays. Je veux que tout le monde l'entende. Un État partenaire. Tous les États du monde sont nos partenaires. Mais nous sommes l'État vassal de personne. Ils ont trouvé des petits royaumes. On les a subjugués un à un. Les chefs Malamine Dramé, Almami Samori, Amadou Chekoutal, Babemba, El Hadj Bougouniba, Cheiboun, Ag Fodango, Ansari Agigona, Firoun Ag Aline Tassar. C'est le dernier qu'ils ont éliminé en 1916. Mais c'était des petits États. C'est la même chose qu'on a prévu. Chaque groupe ethnique qui est là, c'était prévu que vous avez votre petite principauté. Et vous allez vous faire la guerre. Pendant ce temps, et ils vont exploiter. Comme ils le font dans un pays d'Afrique centrale. Ils font la guerre, les politiciens font les meetings. Et on exporte. Au Mali, on a amené l'insécurité au centre. On se cherche au centre. Il y avait des mines d'or au nord qui sont exploitées. L'or va là où vous imaginez. Et une partie est donnée à des fonctionnaires véreux qui viennent distribuer de l'argent à Bamako, à des membres de l'oligarchie, riches, avec des comptes remplis dans leur banque. Ils voyagent, ils ont 2, 3, 4 passeports, ils deviennent présidents, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'ils quittent, ils s'en vont dans la deuxième nationalité. Quand ils se baissent, celui des passeports qui tombe, qui les arrange, ils le montrent, dit qu'ils sont nationaux de tel pays. Voilà le sort qu'on nous a réservé. Nous avons dit non. Notre peuple a dit non. Et nous continuerons à dire non. Donc toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Tout ce qu'on a caché aux Africains, nous allons le révéler. On a interrompu notre histoire. Et c'est à cela qu'on veut nous retourner. Les oreilles vont avoir les petites principautés avec peut-être Choguel Mega quelque part. Les Dogons aussi avec les principautés. C'était Mamadou Kassogué, les petits rois. Et ainsi de suite. Et puis on va négocier avec les petits rois. On les met en bagarre. Pendant ce moment, on exploite l'or.
Pendant que les Peuls et les Dogons se tuent au centre, on crée des prisons au nord, des États, l'or est exporté. Des milliers de Maliens, d'Africains venus d'autres pays sont dans les mines d'or. Quand ils finissent de travailler, on les élimine, on amène d'autres, il n'y a pas de témoins. L'armée a découvert un chantier l'autre jour, nous allons faire la lumière. Et ceux qui croient s'en sortir, je crois qu'ils se trompent de peuple et nous allons les attraper et les donner à la justice. Mais ces mines d'or-là, ces charniers, personne ne savait. Il a fallu la détermination de l'armée. C'est pourquoi j'ai dit, notre armée, c'est la colonne vertébrale de notre nation. J'ai dit aux militaires, vous pourrez perdre des batailles, mais vous allez gagner la guerre, parce que votre cause est juste. Kidal vient d'être pris. Oh, peu de Maliens pensaient à ça il y a quelques années. Mais les monobodéons la nourrissaient certains. Nous l'avons nourri depuis des années. Donc je voudrais dire aux uns aux autres que nous n'avons rien, nous n'avons pas baissé les yeux devant quelqu'un. Vous savez, le dernier grand résistant, c'est le père du shérif de Nioro, Cheikh Amaoula. Il n'a jamais accepté la domination coloniale. On l'a déporté en 1941, à Abidjan, le Gabon, partout. Il est mort. Il a disparu. Chez moi, tous ses fidèles ont été dispersés dans le pays. Chez moi, en Songo, à près de 1000 km de Nioro, il y a une route en pierre qui va vers le Niger. C'est des Hamalis qui l'ont fait. Ils ont leur cimetière, nos grands-parents nous les montrent. Moi, je m'intéressais à ces choses-là très tôt. Il y a des cimetières de Hamalis. 1941. C'est pour cela quand je vois des responsables politiques qui ont lu les livres des Occidentaux et viennent nous dire que les chefs traditionnels ont collaboré avec les Blancs, on ne doit pas les célébrer. Je dis, mais c'est des ignares. Je ne veux pas ajouter triomphant. Il y a des gens qui ont collaboré, ça c'est normal. Mais nos chefs, nous devons être fiers d'eux. Et le fils de Cheikh Amaoula, aujourd'hui, c'est lui qui tient la dragée haute. Tout le temps, il donne des conseils aux gens. Quand nous avons été nommés Premier ministre, le 7 juin 2021, dès que je suis sorti du Premier ministre, j'ai fait une photocopie. J'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, allez-y lui donner. Wadi Sera, le temps est arrivé de nous faire des bénédictions. Il lui a dit d'aller nous dire que le Mali deviendra un beau pays où les gens chercheront des visas pour venir. Mais la condition, l'envoyé m'a dit, ne vous divisez pas. Restez collés avec le président, avec les monobodéons là. Personne ne pourra rien faire. C'est pourquoi tous ces faux débats dans la presse, dans les journaux, nous les regardons en souriant. Parce que nous savons d'où on vient, nous savons où on se trouve, mais surtout, nous savons où aller. Donc je voudrais dire aux Maliennes et Maliens, aujourd'hui l'armée a fait un exploit, vous a rendu un rêve. Faites en sorte que ça soit éternel. Travaillez pour aider les militaires. Ils ont fait leur boulot. Ce qui reste, c'est celui que nous devons faire. Vous savez, récemment, j'étais dans une assemblée où il y avait beaucoup de nos frères Touaregs et Arabes. J'ai dit aux Maliens, il faut éviter les amalgames. Toute personne qui veut stigmatiser un Arabe ou un Touareg, un Malien blanc, c'est un ennemi qui le veut au nom du Mali. Sans le savoir. Si vous le voyez, informez les services de sécurité. Parce que dès que quelqu'un est blessé, les médias que vous connaissez vont se lever pour dire, oui, au Mali, on est en train de tuer tous les citoyens blancs. Donc celui qui le fait est contre le Mali. C'est exactement comme ce président qui dit à ses militaires, il ne faut pas vous battre, les terroristes sont plus forts que vous. Vous savez de qui je parle. Alors, quand j'ai vu ces jeunes Touaregs
dans la salle, je leur ai fait un peu de cours d'histoire. Voici ce que je leur ai dit. Je vous le dis in extenso. J'ai dit en 1898, le 13 septembre, le lieutenant qui commandait Caille, dont on relève Tombouctou, il s'appelait le lieutenant Odéoud. Voici ce qu'il a écrit au gouverneur de Tombouctou, qui relevait de lui, concernant les Touaregs et les Arabes. Il dit, étant donné qu'on ne parviendra pas à faire des amis ou des alliés de ces tribus par la suite de haines religieuses et de races qu'ils nous ont vouées, de l'impossibilité dans laquelle nous les mettrons de vivre du pillage et qui est leur seule source. Il faut les supprimer si l'on peut. Et c'est là, en les affamant, les hommes en les empêchant d'acheter des céréales dont ils ont besoin. Les animaux en interdisant les rives du fleuve. Il en résultera que certaines de ces tribus mourront de misère ou qu'ils fuiront vers d'autres régions ou qu'enfin, se sentant impuissantes, elles se rendront à merci. Et alors, nous pourrons leur imposer un genre de vie qui les empêche de nous nuire. J'ai lu ça devant des jeunes Touaregs arabes. Le commandant militaire colonial de Caille, voici ce qu'il a écrit à Gao. Peut-être ça ennuie certains parce que j'ai déjà répété, mais d'autres ne l'ont jamais entendu. Vous savez ce qui cachait les Touaregs? Dans les moustiquaires, leurs animaux, ils les mélangeaient à leurs animaux. C'était leurs frères Songo et Peul. Quand on vous prend en train de cacher un Touareg en arabe, on vous coupe la tête. Nous, on a des grands-parents, on a coupé la tête pour les promener au marché. Ceux qui échappent, on les juge, on les envoie en Guinée, à l'île de Gorée, ils font les 15 ans, ils reviennent. Certains sont morts enterrés ici à Bamako, d'autres sont rentrés, et dans les villages de père en fils, ils nous l'ont dit. Même le lieu des cimetières. Donc quand ces messieurs viennent nous dire que les Arabes et les Touaregs sont leurs amis, j'ai dit à mes frères Arabes et Touaregs, faites attention. Faites attention. Faites attention. Vous savez, le commandant Manjo de la région de Tombouctou, qu'est-ce qu'il déplore? Il déplore que l'aviation n'est pas utilisée contre les résistants et espère que, je cite, demain, l'avion avec nos bombes et sa rapidité d'évolution viendra nous apporter son puissant concours en empêchant les rassemblements, en détruisant les villages et nous donnera les renseignements qui nous permettra d'opérer à coup sûr et il sera à coup sûr l'instrument de surprise. Voici ce qui s'est passé. Mais voici ces messieurs qui viennent dire « Ah, les Arabes et les Touaregs, nos amis, ils n'ont jamais été l'ami de personne. C'est les amis de leurs intérêts. » Et ils se sont mis à les utiliser. Et je termine par un dernier fait historique. 1958, au moment de la décolonisation, ils ont créé un État qu'on appelle l'OCRS, l'Organisation des États riverains du Sahara. Ils ont voté une loi qui n'est pas abrogée à l'Assemblée nationale française aujourd'hui. Cette loi n'est pas abrogée. Mais à la veille de l'indépendance, ils ont voulu diviser le Soudan, qui est devenu aujourd'hui le Mali. Qui a refusé? Les chefs des tribus 9, Soraï, Arabes, Touaregs, ils se sont réunis. Ils ont choisi un porte-parole. Il s'appelle Attaher Agi Illi. Retenez bien, c'est notre grand-père à nous tous. Il a dit aux Français, vous nous avez colonisés ensemble, nous voulons aller à l'indépendance ensemble. Notre avenir est au sud.
toutes nos oueds coulent vers le sud. Laissez-nous ensemble, on va à l'indépendance. Cette réunion était dirigée par le ministre de l'Intérieur, Mamadou Madra Keïta, du gouvernement de l'autonomie interne. Voici comment le Soudan est arrivé comme État uni qui est devenu le Mali. Mais aujourd'hui, l'un des meneurs de la rébellion, Al-Gaba Saga Intala, mais c'est l'arrière-petit-fils de ce monsieur. C'est pourquoi je lui dis qu'il fait honte à son arrière-grand-père. Il fait honte au peuple malien. Vous savez ce qui lui est arrivé. Il était dans Al-Sardine, une branche d'Al-Qaïda au Mali. En 2013, les sponsors ont été lui dire il faut les quitter. Comme les Américains ont déclaré en Sardine, organisation terroriste internationale, tu quittes l'adjoint de Yad Agagali. Ils ont créé le MIA, le mouvement islamique du Lazawad. Ce mouvement s'est métamorphosé comme un insecte. Vous savez, les vers là, quelques jours après, ils s'envolent. Il s'appelle le HCUA, Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. C'est ce Haut Conseil-là que les Français ont installé à Kidal. Et ils ont été chercher le MNLA, qui n'était ni une force politique, parce que c'est elle qui est à la base du soulèvement, celle qui a été utilisée en tout cas. Ni une force militaire, les Moudjaouis l'avaient chassé. Ils étaient cachés au Burkina et à Nouakchott. Ni une force morale. Parce que la majorité des Touaregs ne se reconnaissaient pas dans leur combat, en dehors de la violence. Ils les ont amenés dans les fourgons de Serval, les installer à Kidal, les mettre avec le HCIA pour nous créer, comme j'ai dit, un OVNI, objet volant non identifié, qui s'appelle la SEMA. C'est cette SEMA-là qu'on a obligé l'État à prendre comme interlocuteur. Mais aujourd'hui qu'on les a cognés là, personne n'entend parler de SEMA. Dans les médias français, chez les terroristes, on dit SPD, CSP. Allez-y voir dans tous leurs journaux, dans tous leurs médias, personne ne parle plus de SEMA. Parce qu'on l'a discrédité, on a expliqué aux Maliens d'où il vient. Quand on a levé le boubou là, ils ont mis autre chose qu'au SPD. Le SPD là, c'est un ovni qu'on nous a créé il y a quelques mois avec les services secrets des pays étrangers, avec la complicité de certains Maliens, pour transformer le nord du Mali en un lieu où tous les émigrés africains vont s'installer. Et ils vont donner de l'argent à quelques dirigeants corrompus, et le nord va devenir un dépotoir. Ça ne se fera pas. Et c'est pourquoi je dis à tous ces meneurs, ceux qui sont maliens, venez parler avec vos frères. Mais nous n'accepterons plus jamais que des individus viennent s'imposer à nous. Vous avez parlé tout de suite, messieurs, des enfants à Kidal, qui n'étudient pas, qui n'arrivent même pas à faire quoi que ce soit. Mais ces enfants-là, ceux qui les ont empêchés de faire ça, leurs enfants sont dans les grandes écoles à Bamako, à Tunis, à Alger, au Maroc, en Europe. Eux-mêmes, ils ont des palais avec 2, 3, 4 piscines à Bamako. Mais la majorité des gens de Kidal, Tombouctou, Gao, ils n'étudient pas. Les enfants des pauvres n'étudient pas. Ils disent que c'est à leur nom qu'ils se battent. Vous êtes à Bamako, vous avez une oligarchie corrompue qui vous donne l'argent, vous partagez ça ici. Vous savez, quand j'étais devenu Premier ministre, sur le filet social, disons, les actions sociales du Premier ministre, j'ai appelé chaque gouverneur pour lui dire de nous dire les priorités des populations. Parce que le président avait une lancée, nous voulons l'accompagner, on veut mettre nos pieds dans ses pas. Parce que c'est une initiative du président. On a prévu de faire 5 grands forages à grand diamètre dans la région de Kidal pour donner l'eau à la population. Vous savez, le OVNI là, il s'appelait SEMA, c'est entendu avec le gouverneur, monsieur le gouverneur, pour nous dire que la SEMA veut avoir les 5. J'ai dit, il faut chercher notre Premier ministre.
la SEMA n'aura pas les 5. Ils ont discuté, les Gatia, ils ont dit, bon, on va donner 3 à la SEMA, comme c'est les patrons jusqu'à récemment, et on donne 2 au Gatia. La SEMA dit non. Il faut qu'on leur donne les 5. Et on donne l'argent. Parce qu'en fait, on ne fait pas là. Vous leur donnez l'argent. Ils vous disent qu'ils ont fait 5 forages, mais ils n'ont rien fait. C'est pourquoi je vois des hommes politiques qui s'agitent aujourd'hui. Il y en a qui font des meetings. Mais on a 5 à 10 milliards qu'on a transférés à Kidal pour dire de réparer EDM. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les gens de ce OVNI-là? Je demande à ces messieurs-là d'avoir du scrupule. Restez dans vos chambres. Ne venez pas nous polluer l'heure avec des meetings soutien à la transition, petit patata. Nous, on sait qui soutient la transition. Parce qu'il y en a qui sont dans ça, on les connaît. Nous avons répertorié tous les membres de l'oligarchie, les politiques, les militaires, les juges. Nous avons la liste. Vous savez, dans l'opposition, on est très intelligent. Hein? Souvent, on regarde tout ce qui se fait. On n'a rien à faire. Tous les matins, on se lève. Et on s'occupe de ça. Maintenant, les ministres, tous les jours, vous êtes dans les cérémonies, dans vos cabinets. Donc, ces gens ont leur liste tout. C'est pourquoi je dis à certains, ne nous faites pas des meetings là. Parce qu'eux, ils croient que quand ils sortent soutien à la transition, en Bessa, ils l'ont fait, on va mourir avec vous. Si la mort vient là, vous ne verrez personne. Et ils croient que les militaires là ne les comprennent pas. Les militaires là sont plus intelligents que vous le croyez. Ils ne parlent pas seulement.